Salut, c'est moi André. J'ai un peu la gorge irritée parce que ce sont 2 jours de test de la nouvelle Africa Twin CRF 1100L et pendant ces 2 jours, j'ai enregistré beaucoup de vidéos. Il y a même un vlog sur la façon dont ces tests se déroulent un peu en coulisses, donc vraiment beaucoup de contenu vous attend. Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées entre-temps afin que vous soyez des spectateurs et des lecteurs de Fiat Motocycli aussi satisfaits que possible. Lecteurs, car pour tout savoir sur la Honda Africa Twin 1100, il va falloir vous mettre à lire. Parce que si je devais parler de chaque changement qui a eu lieu sur ces machines, eh bien, on serait là pendant 1 heure et je devrais bavarder sans fin. Et dans le numéro d'octobre actuel, toutes les modifications par rapport au modèle précédent sont décrites une à une, il suffit donc de le lire. Et si nous sommes déjà après le mois d'octobre, il vous suffit de chercher cela sur le site internet. Je vais me concentrer un peu sur les impressions de conduite et sur les réponses aux questions que vous avez posées. La question principale, est-ce que la nouvelle Africa Twin en vaut la peine? Oh mon Dieu, elle en vaut vraiment la peine. Hier, nous avons passé la journée sur l'Adventure Sports et je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, ni dans quelle vidéo. Donc je vais le répéter encore une fois. La somme des petites améliorations a vraiment fait une grande différence. Non seulement Honda a écouté ses clients, mais aussi les journalistes, les testeurs, et elle a éliminé les erreurs, les défauts, les imperfections qui existaient auparavant, et en plus, elle a ajouté quelques éléments de son cru. Les motos sont avant tout plus légères et un peu plus puissantes. Plus légères, oui, cette réduction de poids n'est pas spectaculaire, car tout se compte en kilogrammes, mais ce sont des kilogrammes en moins retirés de points très importants. Vous savez, c'est un peu comme moi, j'aimerais bien me débarrasser de 2 kilos de ma bouée de la honte. Sur la balance, il n'y aurait pas une grande différence, mais je me sentirais nettement mieux. Et c'est pareil pour l'Africa Twin, car ce poids a été retiré de la boîte de vitesse, du cadre et de tout le moteur. 70% des pièces du moteur sont de nouveaux composants. Nouveaux dans le sens où ils ont tout démonté, repensé, redessiné, en essayant d'alléger au maximum les éléments du moteur. Et ça se ressent. On le sent tout de suite à l'accélération, dès la première réaction, dès la première rotation de la poignée des gaz. Le moteur est plus réactif, plus nerveux, beaucoup plus caractériel que les précédents. C'est un changement vraiment appréciable. Il en va de même pour la boîte de vitesse. Elle fonctionne beaucoup plus en douceur. Je parle de la manuelle. Elle est associée à un quick shifter qui est en option, mais même si la coupure pourrait être un peu plus courte, donc si on ne monte pas dans les tours mais qu'on roule par exemple à moyen régime, il vaut mieux encore maintenir légèrement l'accélérateur. Mais la boîte de vitesse elle-même fonctionne de façon très souple, très précise, elle est tout simplement excellente. La DCT a également été optimisée en ce qui concerne le poids. Elle fonctionne beaucoup plus en douceur que dans les versions précédentes, ou par exemple celle d'il y a 10 ans, là c'est carrément le jour et la nuit, tellement cette boîte de vitesse a été améliorée. Parfois, je ne sentais même pas qu'elle passait les vitesses, elle le faisait de manière tellement fluide. En plus de cela, elle est maintenant connectée à l'IMU, c'est-à-dire ce petit ordinateur de Bosch qui, vous savez, mesure si la moto fait comme ci, comme ça ou comme ça, et il sait parfaitement si on est dans un virage et quand il est possible de changer de vitesse ou non. Est-ce qu'elle le fait déjà parfaitement? C'est une question pour les personnes qui vont rouler avec, car il faut vraiment parcourir des milliers de kilomètres sur toutes sortes de routes pour en être absolument certain. Mais je sais par expérience qu'avec la DCT, je roulais toujours en m'aidant assez souvent des boutons, même en mode automatique, je rétrogradais ou je montais les rapports. Ici, je l'ai fait beaucoup plus rarement et même en mode S, je n'ai pas vraiment ressenti le besoin d'intervenir. La deuxième chose, c'est le cadre. Le cadre, je ne sais pas si vous vous souvenez des essais de la toute première Africa Twin, mais je disais toujours que cette moto avait l'un des meilleurs châssis qu'on puisse concevoir pour une machine d'aventure. Il s'agit de la combinaison entre le cadre et le moteur, de la souplesse et de la rigidité. Ce cadre fonctionne parfaitement avec la suspension, il la soutient idéalement aussi bien dans les virages qu'en tout terrain. Le moteur restait monté en 6 points. Si vous ne vous en souvenez pas, il était fixé sur des supports très fins, ce qui lui permet de travailler librement à cet endroit. Et en plus, ils ont fait un geste très audacieux, à savoir qu'ils ont retiré une certaine barre transversale à l'avant de la machine, une entretoise dans le moteur. C'est amusant car j'en ai parlé ici avec la personne qui en était responsable. Nous l'avons surnommé le héros du cadre. Au début, apparemment, cela a été percé. Ils ont vérifié, oh mince, c'est un peu mieux. Soudain, ils se sont dit, bon, et si on le découpait? Ils l'ont découpé. Oh, cette moto roule encore mieux. Et ensuite, il a fallu procéder à des tests très intensifs pour voir si cela n'affectait pas négativement la rigidité de toute la structure. Il s'avère que ça tient le coup.
Au final, pour moi, cette moto, et c'est l'exemple parfait, la définition idéale de l'importance du châssis et de la suspension dans les motos. En particulier le cadre, le bras oscillant et tout le reste, car le bras oscillant aussi a été modifié, reconçu, un peu dans le style motocross. Si vous le regardez, il ressemble à celui d'une CRF 450. Cette moto se conduit de façon géniale, phénoménale, stable, tout simplement absurdement bien. Nous étions, choqués en conduisant l'Adventure Sport dans les virages, qu'une moto avec de grandes roues et un pneu aussi étroit puisse avoir une adhérence aussi extrême. Tu prends ce virage et tu le sens. Vous savez, ce sont des micro-mouvements que théoriquement on ne ressent pas. Mais si tu te concentrais dessus et exagérais cette image, tu sentirais comment ce cadre soutient la moto, comment il y a une possibilité qu'il se plie et que la moto s'ancre dans l'asphalte et tourne tout simplement. C'est indescriptible. Il faut tout simplement essayer. C'est vrai, nous avions ici des routes très adhérentes, mais cette moto est faite pour justement chercher ce genre de route adhérente et agréable. La tenue de route, vraiment, c'est du haut niveau. En plus de cela, il y a cette suspension électronique. Hier, nous avons roulé avec la suspension électronique Showa Era. Je ne sais pas si je vais maintenant passer à l'entretien. Nous verrons combien de temps cela prendra. J'ai un entretien avec les ingénieurs de Showa. Ils expliquent comment fonctionne cette suspension. Pour simplifier, c'est comme ça. Les fourches sont en fait conventionnelles. À l'intérieur, c'est normal, il y a des clapets. Seule une fourche a un capteur de mouvement, l'autre fourche a un solénoïde spécial. Un dispositif qui contrôle le flux d'huile et le régule en temps réel à une échelle de millisecondes. Donc il prend des informations du mouvement de la roue avant, de la roue arrière, de l'IMU, de l'accélérateur, du frein. Il collecte toutes les données et adapte cette moto, enfin cette suspension, à la situation appropriée. Nous ne sentons pas qu'il se passe quelque chose là-dedans, une sorte de magie. On a simplement l'impression que la suspension est à chaque instant parfaitement réglée, comme une suspension normale et conventionnelle que l'on connaît sur les motos. Et maintenant la question, est-ce que ça vaut le coup de payer un supplément pour cette suspension? Réponse automatique, ça vaut un peu le coup, mais pas forcément. Parce que ce n'est pas comme si cette moto qui a justement une suspension conventionnelle allait être plus rapide dans les virages ou, je ne sais pas, mieux se comporter en tout terrain. Ce n'est pas le cas. Celui-ci se conduit tout aussi remarquablement, mais la différence, c'est que même si j'étais en mode tout terrain, que je sortais de ce terrain, la suspension fonctionnerait de manière souple, agréable et plaisante. Et si je me retrouvais soudainement sur l'autoroute, que j'oubliais de changer ce réglage et que je roulais à 210 km à l'heure en courbe, l'ordinateur détecterait immédiatement la vitesse, l'enregistrerait et saurait que je roule beaucoup plus vite en courbe. Et même si le mode tout-terrain est activé, il ajusterait la suspension pour que la moto reste aussi stable que possible. Et cette stabilité est, je le répète, tout simplement phénoménale, car nous avons atteint, j'étais en pleine courbe, à un moment donné 218 km à l'heure sur cette moto, avec ses roues, avec ses pneus, et c'était totalement relaxant. Je me sentais comme si je roulais sur une machine typiquement routière, voire même un peu sportive. Zéro stress, tout simplement, hop, et je suis parti. En ce qui concerne les performances pures, ne vous attendez pas à ce qu'elles soient beaucoup plus élevées. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais la vitesse maximale est à peu près la même. L'accélération, on sent qu'elle est légèrement meilleure, mais il n'y a pas un gouffre entre l'ancienne Africa et la nouvelle. C'est sûrement lié aux nouvelles normes d'émission, car ici on a déjà l'Euro 5. La réponse à l'accélérateur est plus agréable, les performances sont comparables, peut-être un tout petit peu meilleures. Ce que nous avons ensuite, c'est par exemple cette bulle. Le réglage de la bulle qui manquait sur le modèle précédent est présent ici, et je suis content qu'il y ait quelques défauts ou imperfections sur cette moto, parce que franchement, comment peut-on aujourd'hui concevoir une bulle réglable qui nécessite deux mains pour être manipulée? Il faut donc la régler à deux mains. On peut la régler, mais malheureusement, elle est un peu de travers. Franchement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Heureusement, il y a donc quelque chose que je peux critiquer. De la même façon, je peux aussi parler du système électronique. Il n'est pas si facile à prendre en main tout de suite. Il existe des systèmes plus simples en ce moment, mais c'est le premier système électronique aussi avancé chez Honda, donc on peut leur pardonner un peu. Dès le deuxième jour, je maîtrisais tout sans problème et tout se passait bien. Et puis le fait qu'on puisse afficher les cartes Google sur l'écran simplement en connectant son téléphone. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un iPhone, ce qui est déjà un vrai plus. Et puis sur cet écran principal, nous avons une carte, même Janosik. Lorsque j'ai connecté mon iPhone, il a montré que Janosik était disponible. Il y avait juste quelque chose d'autre sur lequel il fallait cliquer. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour cela, car il y avait beaucoup de routes aujourd'hui. Donc même Janosik, nous pourrons théoriquement l'afficher là-haut et en bas, sur l'écran principal, nous avons toujours la vitesse, le rapport de vitesse et d'autres informations similaires. Je considère cela comme un gadget,
mais les systèmes d'aide à la conduite ne sont certainement plus des gadgets. Toute l'électronique, c'est-à-dire le contrôle de traction, le contrôle de wheeling, le frein moteur, tout, c'est enfin comme il se doit. Vous vous souvenez que je me plains souvent. Je me plaignais que les Japonais sont un peu en retard par rapport aux Européens en ce qui concerne les systèmes électroniques. Alors ils ont dit, bon ça suffit, on prend Bosch comme tout le monde d'ailleurs, et on construit la nouvelle électronique dessus, et le contrôle de traction est extrêmement bon. C'est ce que j'ai conduit aujourd'hui, je vais y revenir dans un instant car c'est un sujet à part entière. Le contrôle de traction est extrêmement bon. Il faut se rappeler que ces niveaux existent pour une raison. J'ai roulé avec des pneus routiers, des pneus mixtes sur du gravier avec l'Adventure Sport et déjà en mode 3. En mode 3, je prenais des angles tellement prononcés qu'à un moment donné, c'était même un peu trop. Donc en réalité, j'aurais dû rouler avec un niveau encore plus bas, puis en descendant encore les niveaux de contrôle de traction, même avec des pneus à crampons. Pour la première fois de ma vie en tout terrain, je n'ai pas du tout désactivé le contrôle de traction pendant le test parce que j'ai simplement estimé que ce n'était pas nécessaire. Je prenais de l'angle, je sentais que j'avais un contrôle total et je ne sais pas, peut-être une ou deux fois, elle est intervenue. Quand elle a remarqué qu'il y avait un peu d'excès, donc le contrôle de traction est remarquable et il est enfin séparé du contrôle de wheeling, ce qui signifie que l'on peut régler séparément si la moto doit lever la roue arrière ou non. On peut le désactiver complètement. Donc on garde le contrôle de traction, on roule dans les virages, on s'occupe de la traction de la roue avant, mais si besoin, on peut lever la moto sur la roue arrière, sauter un obstacle ou tout simplement faire un wheeling, car cette moto le fait très volontiers en première, en deuxième, et ensuite elle lève même très facilement en troisième. Ouais, c'est cool. Le frein moteur. Pour moi, ce genre de gadget fonctionne. Je l'ai tout simplement testé, ça marche. En dehors de ça, l'ABS. L'ABS qui a toujours été le plus gros point faible de la Honda. Je ne sais pas si vous vous souvenez des tests de l'Africa Twin auparavant. Maintenant, c'est bien mieux. Maintenant, en mode tout-terrain par exemple, on a l'ABS. Il fonctionne à la fois sur la roue avant et la roue arrière, mais on peut toujours le désactiver complètement à l'arrière. Enfin, cet ABS est tel que quand je roulais sur le gravier, la route était vraiment glissante aujourd'hui. J'appuyais le levier à fond et je sentais que là, il y a de l'adhérence, il le gère bien. Le levier ne me rebondissait pas de façon extrême au point de me faire peur. Mes yeux s'écarquillaient, pensant que je n'allais pas réussir à prendre ce virage. Étonnamment, parfois je sentais le fonctionnement de l'ABS sur le levier et j'en ai parlé aux ingénieurs qui sont conscients de ce problème, donc peut-être qu'ils le résoudront quand la roue s'est décollée du sol. Vous savez, je roulais, j'avais le doigt sur le frein tout le temps, je continue, il y a une bosse, j'accélère et soudain je sens que les roues sont en l'air, que le levier rebondit un peu. Et tout simplement, je devais l'attraper avant le virage, appuyer fort et tout allait bien, mais c'est une sensation un peu étrange. En ce qui concerne les sauts eux-mêmes, c'est quelque chose que je n'ai pas testé car il n'y avait aucun saut nulle part. Mais imaginez que cette suspension électronique, j'y reviens un instant, possède un système de détection de saut. Franchement, c'est génial. L'ordinateur sait quand la moto quitte le sol et prépare la suspension pour l'atterrissage. Non, il n'y a vraiment pas mieux. La première chose que je ferai quand je prendrai l'Adventure Sport en Pologne avec la suspension électronique, ce sera d'aller chercher un saut et de sauter pour voir comment ça fonctionne en pratique. Je vais peut-être passer à autre chose, non? Je vais passer à ça parce que j'ai eu un gros dilemme, je ne vais pas le cacher. Je veux avoir une Africa Twin à la maison. Alors quoi? Je suis motard, la moto me plaît, je veux l'avoir chez moi. Donc tôt ou tard, l'Africa Twin se retrouvera chez moi. Mais je vais vite en arriver au point où j'aurai un problème pour choisir laquelle prendre. Mais passons à celle-ci, c'est-à-dire à la soi-disant version de base, la CRF 1100, donc avec un réservoir plus petit, car ici c'est 19 litres, alors qu'ici c'est 25 litres. C'est celle qui est la descendante de la toute première qui est sortie, pas l'Adventure Sports. Et aujourd'hui, j'ai roulé avec elle en tout terrain. Ce terrain n'était pas suffisant pour que je puisse vraiment profiter de cette moto, car c'était juste des chemins de gravier, des petits trucs, des ornières creusées, mais vous savez, celles faites par l'eau qui coule. Et là, la suspension conventionnelle a de nouveau montré que c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Mais sérieusement, je pense que j'ai assez de courage pour le dire, c'est le meilleur châssis de la catégorie Adventure. Je pense à ces KTM et autres, et tout y est bien, mais là, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne à chaque mètre. Donc, cette suspension fonctionnait parfaitement, absorbait toutes les irrégularités et encore une fois, ce cadre. Là où je suis allé, il n'y avait pas beaucoup de virages et j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Vous savez, ce genre de courbe, où tu pouvais partir en glisse et essayer de sentir l'avant et l'arrière. Il n'y en avait pas beaucoup, mais une ou deux fois,
j'ai attrapé ce flow où la moto file tout simplement. Je sens qu'elle entre dans le virage, j'accélère, elle entre, j'accélère. Malheureusement, il y a toujours un problème avec les virages très serrés. Là, je me plantais complètement parce que tu veux t'asseoir comme en enduro, très près du guidon, mais malheureusement, il y a ce réservoir ici et ce n'est toujours pas possible. Vous voyez, cette moto incite tellement à rouler façon enduro qu'on aimerait s'avancer, charger la roue avant, accélérer, accélérer et sortir du virage. Mais ce n'est pas si simple parce qu'au final, c'est quand même une moto d'aventure. La position de conduite elle-même, je la changerai aussi un tout petit peu, elle est correcte. Pour moi, c'est bien, mais si je devais vraiment l'adapter à ma façon, je changerais un peu le guidon, je le mettrais un peu plus vers l'avant et si ça ne suffisait pas, j'utiliserais même, je ne sais pas, une rehausse d'1 centimètre pour mettre le guidon un peu plus haut et un peu plus en avant. Parce que quand j'accélérais vraiment fort, ça avait tendance à me tirer un peu hors de la moto. Je devais me tenir, m'appuyer un peu avec les mains. Si c'était un peu plus vers l'avant, il me semble que je pourrais mieux m'appuyer avec les pieds sur les repose-pieds et avoir encore plus de contrôle. C'est un petit détail. J'ai roulé en tout terrain avec la version DCT et la version manuelle. Et maintenant, attention, voici la réponse à la question suivante. La question suivante était, dois-je prendre la DCT ou la manuelle? Par exemple, un monsieur a demandé s'il fallait choisir la DCT ou la manuelle dans le cas où ce serait 70% de route, 30% de tout terrain. On ne peut pas voir les choses sous l'angle de la proportion de route ou de tout terrain parce que la DCT fonctionne aussi bien ici que là. Vous devez plutôt vous demander quel pourcentage de sport et quel pourcentage de conduite normale vous allez faire car cela concerne aussi bien la version Adventure Sports que la version standard. Si vous avez une fibre sportive que vous aimez, vous savez, monter les rapports, rétrograder de façon agressive, que vous voulez parfois, je ne sais pas, faire la course avec des naked bikes ou des motos sportives dans les virages parce que ce sera possible sur route ou si en tout terrain vous voulez, je ne sais pas, rouler à la même allure que des enduros beaucoup plus légers, alors dans ce cas, il faut choisir la version manuelle. Ça fonctionne à merveille, vous avez un contrôle total et c'est vraiment très fun. Dans les autres cas, moi, si vous n'avez pas de telles aspirations sportives, je prendrai la DCT. Tout simplement, le confort est incroyable et en plus, cette DCT est maintenant plus légère de 2 kg, si je me souviens bien, et ces 2 kg sont très importants car ils sont placés bas près du moteur et ce sont 2 kg qui font vraiment la différence. Et maintenant, l'écart de poids entre la DCT et la version manuelle s'est beaucoup réduit et la différence à la conduite est vraiment minime. Et c'est surtout en tout terrain que cela se ressent et j'ai roulé avec cette DCT et c'était vraiment très agréable, très prévisible. Je roulais en mode automatique, il me sélectionnait bien les vitesses et je me disais mince, je pourrais rouler uniquement avec la DCT, par exemple en tout terrain. Mais ensuite, on a fait un deuxième tour, le même, et je suis monté sur la version manuelle et je suis retombé amoureux. C'est la même chose qu'en 2015, je crois, en Afrique du Sud, où c'était quand même bien mieux parce qu'on avait des boucles dans le désert, on pouvait vraiment y aller à fond. Oh mon Dieu, c'était le meilleur test du monde. Mais ici, ce n'était pas mal non plus. Mais j'ai toujours un petit manque d'off-road. Cela ne change rien au fait que cette machine... Mais bon sang, comment il tient dans les virages? Celui-là, avec ce contrôle, tu passes les vitesses, tu accélères, tu relances. Mais souvenez-vous qu'il faut simplement savoir s'y prendre et rester concentré, parce que je me suis habitué assez vite à la DCT. Par exemple, moi je freinais, j'appuyais sur le frein arrière et c'est tout. Mais ici, il faut se rappeler qu'il faut bien débrayer pour ne pas caler le moteur, par exemple. Et vous voyez, ici par exemple, vous avez l'avantage du GTR. On ne calera pas le moteur, il ne s'éteindra pas, alors qu'ici j'ai calé le CRF une ou deux fois, et une fois c'était dans une montée, et oh là là, j'ai même dû me rattraper avec le pied. Heureusement, tout était à peu près sous contrôle. Il y a encore quelque chose ici. On a parlé de ce sous-cadre, qu'il est maintenant en aluminium et non plus en acier. Et il y a eu un débat à ce sujet. L'acier, on peut éventuellement le réparer en route, le souder, le redresser assez facilement si jamais il arrive quelque chose. Oui, c'est vrai, mais rappelons-nous aussi que celui-ci peut être démonté. De la même manière, l'aluminium peut aussi être soudé ou renforcé, on peut faire quelque chose. Pour ma part, je préférerais avoir un sous-châssis en aluminium vissé, car en cas de pépin, d'accident, si la moto se renverse quelque part en tout terrain et que l'arrière se plie, il s'avère soudain que si l'on souhaite réparer cela via l'assurance ou autre, par exemple si on en a la possibilité, alors on se retrouve avec un cadre endommagé, tout le cadre, et là ça devient un problème, car il s'avère rapidement que c'est une perte totale et on perd notre moto. Ici, on peut remplacer cet élément en entier et être tranquille avec ce problème. Voici ma réflexion suivante. En ce qui concerne la réalisation, la mission de créer la nouvelle Africa Twin a été accomplie de façon géniale, vraiment 5 sur 5, voire 6 mois.
Les Japonais ont vraiment fait un travail incroyable, mais c'est une mission brillamment accomplie au stade de la conception. Mais j'ai aussi des réflexions sur le concept lui-même. Regardez, ce sont deux motos que vous pouvez acheter en concession en ce moment. La CRF 1100 de base, la 1100L Adventure Sports, et vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment une moto qui, en théorie, est davantage orientée vers les rallyes, l'aventure. En ville, elle s'en sortira à merveille, car elle est agile, sympa, un peu plus petite que celle-ci, mais regardez l'arrière. Il n'y a même pas la moitié d'un porte-bagages pour accrocher quoi que ce soit. Je ne sais pas, un tapis de sol, une tente, n'importe quoi. Non, cette bulle est vraiment symbolique. Si on veut partir quelque part en voyage, eh bien, elle sera un peu petite. Et tout à coup, il s'avère que l'ancienne Africa, la version de base, était un peu plus polyvalente comme moto, parce qu'elle avait des poignées, des fixations pour les valises, et on pouvait l'utiliser aussi bien pour un rallye que, si besoin, la charger et, excusez-moi l'expression, filer jusqu'à l'autre bout de l'Asie. Et ici, vous voyez, ça c'est très sportif, c'est super, mais le côté tourisme passe un peu au second plan. Et là, en revanche, c'est très orienté tourisme, super efficace pour aller loin, mais j'aurais du mal à l'emmener et à m'aventurer en tout terrain parce que celle-ci, je la renverserai beaucoup plus facilement. Cela ne change rien au fait que j'ai parlé avec les Japonais. Et bien sûr, ici, c'est plastique. Je ne sais pas si vous me voyez maintenant. Ces plastiques peuvent être retirés. On peut installer un porte-bagages classique comme là-bas. Mais vous savez, il faut mettre un peu plus d'argent. Il faut encore ajouter ceci, ajouter cela, encore ajouter. Ce n'est pas tout à fait prêt à l'emploi. Voilà, c'est ma petite plainte. Comme je l'ai dit, conceptuellement, c'est la seule imperfection qui m'est venue à l'esprit. Même si c'est difficile à dire, parce que cela dépend de vos besoins, de ce dont vous avez besoin. Je crois que j'ai tout dit concernant la consommation ou non. Tout cela sera bien sûr dans le magazine, sur le fait qu'ici, il y a des jantes tubeless, là des jantes à chambre à air, toujours plus orientées tout terrain. Qu'est-ce que je vais raconter de plus? Comme je l'ai dit, je dois encore réfléchir un peu à cette moto, écrire tout ça calmement dans le magazine. Donc si ce contenu vous plaît, il faut vous abonner, faire tout ce qu'il faut, même si j'ai remarqué que ces abonnements ne servent finalement à rien quand je regarde d'autres chaînes. Mais bon, c'est sympa d'en avoir et de pouvoir se vanter d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais surtout, lisez le magazine. Je vous encourage à vous abonner, car en plus de ces super tests, il y a aussi beaucoup d'autres contenus intéressants qui pourraient autrement vous échapper. C'est tout. Est-ce que j'achèterai la CRF? Oui, j'achèterai la CRF et maintenant je me demande aussi laquelle je vais prendre parce que je suis déjà un peu plus âgé et tout à coup je dis à Bariwa, je commence à être attiré par celle-ci parce que vous voyez, elle est plus polyvalente et elle roule vraiment super bien. Mais aujourd'hui, après avoir roulé avec celle-ci, j'ai cette idée que peut-être j'y arriverai. Je ne sais pas, parce que tout dépend de l'argent. Acheter celle-ci, rouler avec pendant 2 ou 3 ans, puis ensuite l'échanger contre celle-là, au moment où je pourrais déjà partir un peu plus loin pour différentes raisons sympas et agréables. Voilà, je vous salue chaleureusement. Si jamais, posez vos questions dans les commentaires, tout simplement. Je continuerai à répondre, car c'est pour ça que je suis ici. Salut!